Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez bien compris, c'est le moment d'observer la comète 12P Pons-Brooks, premier gros événement astronomique de l'année 2024, on pourra dire. C'est une comète intéressante, c'est une comète qui est très intéressante en astrophoto, plus difficile à observer mais qui va vers plus de luminosité et qui pourrait nous réserver encore quelques belles surprises. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous proposer un épisode complet sur tout ce qu'il y a à savoir pour voir et observer la comète donc 12P Pons-Brooks en collaboration avec Jean-Baptiste Feldman du blog Cielmania. Vous aurez le lien dans la description. Il publie un article en même temps que moi sur cette comète avec d'autres éléments complémentaires donc pour vous permettre des bonnes observations et des bonnes astrophotos. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors je vous propose de voir ensemble les premières choses à savoir à propos de cette comète. Elle a été découverte par Jean-Louis Pons le 12 juillet 1812, redécouverte en 1883, soit 71 ans après par Williams Roberts Brooks, et elle prend les deux noms. En fait, ils ont compris à ce moment-là que cette comète était bien périodique. La première observation connue remonte à 1385. 71 ans, c'est pas le fruit du hasard parce que cette comète est verrouillée avec Jupiter. Quand Jupiter fait 6 tours, la comète en fait 1. Donc c'est un verrouillage gravitationnel entre les deux. Ça arrive dans le système solaire effectivement. Et donc 11,86 x 6, ça nous fait 71,16 années. Le noyau fait 30 km. C'est une assez grosse comète. On est quand même sur une comète un peu du type comète de Halley qui peut, puisque c'est pas une comète qui se vide en passant tout le temps auprès du Soleil, c'est une comète qui peut nous faire quelques belles choses, et notamment une queue qui peut atteindre plusieurs millions de kilomètres. Et donc, on pourra utiliser justement des objectifs de moyenne et longue focale pour pouvoir la photographier. En fait, elle est intéressante à toutes les focales, c'est très intéressant. Et donc, c'est une comète qui est plutôt assez connue aussi pour ses sursauts spectaculaires. Elle a reçu le surnom de comète du diable parce qu'à un moment donné, sur une observation, elle a eu deux grandes queues d'éjecta en même temps, et ça lui a donné ce surnom qui est resté. Rappelons qu'une comète, en gros, c'est une grosse boule de glace, mais avec aussi quelques minéraux, et avec, dans la glace, il y a de la glace d'eau, il y a de la glace de monoxyde ou de dioxyde de carbone, je crois, etc. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une queue ionique et une queue de poussière. Ce sont des astres qui sont extrêmement spectaculaires à observer ou à photographier selon les conditions. Donc clairement, moi je vous le dis, ça vaut le coup de sortir, même dans le froid, habillez-vous bien chaudement, vous avez tout un épisode dessus, pour pouvoir aller en faire des observations et surtout de la photo. Et ne croyez pas que vous avez besoin donc d'un très gros matériel pour pouvoir la photographier. Alors, par rapport à notre passage cette année en 2024, on a quelques petites dates à retenir. Dans un premier temps, elle va être visible dans l'hémisphère nord, dans un deuxième temps, dans l'hémisphère sud. Du 20 au 23 mars, on aura un rapprochement sympa avec M33, mais ceci dit, dès maintenant, elle n'est pas très loin de M33 et de M31. En fonction de votre focale, on va le voir, on a moyen de faire des plans vraiment sympas. 30 et 31 mars, on a un rapprochement avec Amal. C'est l'étoile alpha de la constellation du Bélier visible à l'œil nu, sous un bon ciel. Fin mars, début avril, ça va être la fin de la vraie possibilité d'astrophoto, parce qu'elle va commencer à devenir de plus en plus basse. Alors on pourra toujours, mais ça va commencer à devenir plus difficile. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir une demi-heure, une heure et demie pour faire de l'astrophoto et sortir vraiment quelque chose de bien. Aux alentours du 10 avril, on va avoir un trio le 10 avril avec Jupiter et la Lune. Ça peut être assez sympa, la comète sera plus basse, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose si votre ciel est vraiment très très pur. Par contre, le timing sera chaud et il va falloir un horizon très dégagé. Du 12 au 14 avril, elle sera sous Jupiter pour les observateurs dans l'hémisphère nord. On aura à partir du 10 avril également le début de visibilité dans l'hémisphère sud qui va devenir de plus en plus favorable au fur et à mesure des jours. Le 20 avril, on aura la fin de la visibilité pour l'hémisphère nord. On sera vraiment très 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 bas, ça va être très très chaud. Et par contre, elle sera vraiment quasiment à son maximum, et donc c'est vraiment le top pour les observateurs de l'hémisphère sud. Son maximum donc aux alentours du 22 avril. Alors pour avoir plus d'informations sur notre comète, vous pouvez aller sur le site The Sky Live et vous faites Object Bright Comet et vous allez tomber directement sur la page de notre comète Pons-Brooks. Vous avez la position en temps réel de la comète
vous avez aussi une information importante et intéressante, Observed Magnitude. Alors attention, vous avez aussi le coma diamètre, donc là 9 minutes d'arc, ça commence à devenir pas mal, et vous avez la prédictée de magnitude par le JPL. Alors attention, pourquoi est-ce que les chiffres ne sont pas les mêmes? Le JPL nous indique une magnitude estimative, mais qui est plutôt celle du noyau, alors que là, la magnitude observée, c'est la totalité de la lumière de l'astre, mais comme c'est un astre vaporeux, ça ne veut pas dire qu'il devient automatiquement visible à l'œil nu. Moi je veux dire, magnitude 5,7, même en haute montagne, j'arrive pas à le voir de nuit. C'est plutôt 5,5, où là je commence à arriver à voir les choses. Donc voilà, ça dépendra de votre âge, ça dépendra des conditions, et puis je vous rappelle qu'on a la lumière du crépuscule toujours. Donc là vous avez toutes les petites indications intéressantes, là vous avez un positionnement presque beaucoup plus photographique, ça peut être intéressant aussi, mais vous inquiétez pas, hein, une pause de 30 secondes vous la voyez. Hein. Là vous avez une estimation de sa luminosité, voilà ici, de sa luminosité avec la meilleure période qui va s'estimer ici, et vous avez aussi un simulateur orbital. Donc le simulateur orbital nous permet de mieux comprendre la configuration de la trajectoire de notre comète. Donc en fait, vous voyez, notre comète est ici, vous avez la Terre là, et en fait notre comète, quand on l'observe, elle est quand même relativement loin de nous. Et donc vous avez le Soleil qui est ici, et la comète va vraiment plonger au fur et à mesure des jours et des semaines. Et donc c'est ça qui va nous poser problème, vous voyez, regardez. Hop, nous on est en train de se décaler, elle va plonger, c'est pour ça qu'elle va aller plonger vers l'hémisphère sud, et en même temps, nous on est en train de tourner autour du Soleil, et donc ça vient compliquer un petit peu les observations. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Là vous avez 3 photos, on parlait de ces sursaut spectaculaires. À gauche vous avez une photo le 29 février avec le NC300. Au centre c'était le 6 mars, on l'avait fait en live ensemble, on avait une belle éjection là ici. Et le 7, eh bien, vous voyez, cette éjection avait déjà disparu. Donc en fait, c'est quelque chose de très variable. Et on pourra noter qu'on a vraiment la coma, là, qui commence à prendre la forme vraiment d'un casque sous l'effet du vent solaire, chose que l'on n'avait pas tellement le 29 février. Alors cette comète est intéressante à photographier à toutes les focales, et notamment justement même avec un objectif de 50 mm, cette petite publication très sympa donc de la Société astronomique de Liège avec tout simplement un objectif de 50 mm. Donc là on n'a pas besoin de monture motorisée, on fait des pauses, on peut faire une pause déjà de quelques secondes, quelques dizaines de secondes sans avoir trop de filets. Donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa, sous un ciel bien évidemment bien dégagé. Et donc là, on avait 12P Pons-Brooks qui se trouvait ici. On va grossir, 12P est ici. Donc Galaxie d'Andromède est ici. Et puis c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir aussi la comète qui va aller se balader du côté de M33 du triangle. Et donc voilà un petit peu ce que donne la configuration Andromède, et M33 se trouve par ici. Alors, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est nécessaire de sortir des villes pour vraiment observer cette comète. Et clairement en observation, vous allez voir une tache diffuse, la queue sera peut-être vraiment visible, mais c'est pas forcément le cas. On a un témoignage intéressant d'un observateur justement qui l'a observé aux jumelles comparativement avec la comète ZTF. Et donc c'est Gabriel qui m'a posté ça sous ma vidéo des éphémérides de 2024. Et donc il me fait remarquer qu'avec des jumelles 11-70, il ne voyait pas les panaches, il ne voyait pas nettement le noyau, il voyait un léger halo d'une magnitude 7 à 8 à peu près d'après ce qu'il avait constaté. Et ce comparativement avec la comète C2023 E3 qui était quand même plus haute aussi, qu'il a pu distinguer donc toujours avec ses 11-70. Donc c'est assez intéressant de le savoir, merci à toi pour ton témoignage. On est sur une comète qu'on pourra essayer plutôt d'observer quand même au télescope, mais aussi avec une paire de jumelles. Mais à l'œil nu, je préfère être honnête avec vous, elle sera toujours en fait un petit peu dans les lueurs du crépuscule, et donc ça ne va pas le faire. Donc cette comète sera visible avec des jumelles un petit peu. Peut-être qu'elle va avoir un sursaut intéressant à venir, avec un télescope bien sûr qu'elle sera observable, mais on verra le noyau. Là que ça va être difficile. Et je préfère être très honnête avec vous qu'à mon avis elle ne sera pas visible à l'œil nu, dans le sens où effectivement sa luminosité va augmenter, à peu près de magnitude 6 actuellement, on annonce peut-être d'aller jusqu'à magnitude 4,
Mais le problème, c'est qu'elle sera toujours dans les lueurs du crépuscule. Donc, l'un dans l'autre, on n'arrivera, à mon avis, pas à l'un distinguer à l'œil nu. Sauf peut-être un miracle. Peut-être que les observateurs, par contre, de l'hémisphère sud auront cette chance-là. Mais on verra bien. Alors, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est nécessaire de sortir des villes pour l'observer dans des bonnes conditions. Voilà 2 photos faites la même nuit. C'était le soir du live mercredi dernier. Donc ici avec le NC300 et ici avec la 61 DPH, mais depuis la maison. C'est pour ça que le live, je l'avais préparé vraiment, j'ai mis la lunette à fonctionner. Hop, je suis venu dans le bureau pour lancer le live. Et vous pouvez distinguer, on retrouve ces 3 étoiles-là, on retrouve ces 3 étoiles-là. J'ai fait exprès d'avoir à peu près les mêmes cadrages. Et vous voyez qu'on sent un petit peu quand même la queue ionique ici, mais on n'arrive pas clairement à en sortir autant. Les temps d'exposition totaux sont à peu près similaires. Donc, bien évidemment, si vous êtes en ville, ça va se noyer dans la pollution lumineuse. Et ça va pas être évident d'arriver vraiment à sortir quelque chose de violent sur cette comète. Alors notez donc que notre queue peut avoir des éjectats différents. Hein. Là, on avait vraiment une belle éjection ici. On peut avoir une éjection ici, qui avait un peu disparu là, une éjection là, et on a plutôt la queue de poussière qui est par là, qui est beaucoup plus subtile quand même. Là, on la sent quand même un petit peu, et puis là, vous voyez, on n'avait pas le sursaut ionique. Donc en fait, en fonction de la configuration, ça peut varier, c'est assez difficile au traitement d'arriver à écarter un petit peu les halos. C'est jamais évident, mais ça reste une belle comète. Et voici donc jeudi dernier, c'était le 7, une photo avec le NC300, donc toujours sous un ciel Bortle 4. Une photo de chez moi, alors on avait un ciel qui était quand même sans doute assez brumeux, etc. Il y avait quand même peut-être pas mal de pollution lumineuse. Donc là, avec la 61 DPH, et là c'est Simon Labergère que nous saluons, Simon Labergère qui était dans un col de haute montagne et qui a pu la photographie, je crois, avec un objectif aux alentours de 300 mm de focale, quelque chose du genre, je ne sais pas trop précisément ce qu'il a utilisé. Et vous voyez que là, à ce moment-là, la queue ionique ressort très très bien, il a beaucoup plus de focale que nous, hein. Regardez là les petites étoiles en comparaison, enfin beaucoup plus de champ pardon, que nous, et vraiment il y a quelque chose qui se dégage, et on voit beaucoup plus nettement en fait la queue de poussière. Donc clairement, avoir beaucoup de focale n'est pas forcément l'idéal. N'est pas forcément l'idéal aussi sur une chose, c'est que là par exemple avec le NC300 j'étais sur des pauses de 4 minutes uniquement. J'étais sur des pauses de 3 minutes avec la 61D PH à cause de la pollution lumineuse. Sinon j'aurais pu faire beaucoup plus long puisque j'avais moins de focale. Dites-vous que plus votre focale va augmenter, plus votre échantillonnage sera fin, plus vite la comète va se déplacer. Sauf à faire avec PhD Guiding et un guidage parallèle, un suivi sur la comète elle-même. Mais par contre, si vous n'avez pas forcément beaucoup de focale, vous pouvez faire des prises de vue sans suivi, et puis vous n'êtes pas obligé, non plus. Voilà, vous allez pouvoir allonger quand même un petit peu les pauses. Donc, par exemple, avec la 61 DPH, je pourrais me permettre des pauses de 10 minutes sans problème, en fait. Donc son orbite, c'est assez intéressant d'en parler pour se visualiser. Donc la comète actuellement se trouve par ici, dans la constellation d'Andromède. Vous voyez qu'elle était dans le lézard avant, puis elle nous arrive un peu du triangle d'été. Et donc notre comète là se déplace ici avec la possibilité d'avoir la queue ionique à côté d'M31, on l'a vu. Elle va passer pas très loin de la galaxie du triangle également. Donc elle va continuer là, elle va être un petit peu dans les poissons, et puis surtout le bélier, alpha du bélier ici, elle va continuer, elle va passer à côté de Jupiter, et elle va continuer là. Mais là on va être sur une zone difficile à observer, parce qu'on a le soleil qui se déplace de jour en jour ici, avec l'écliptique en jaune, donc en fait les deux trajectoires se croisent, et là il va y avoir un jeu de rattrapage qui pour l'hémisphère nord va être fatal au bout de quelques jours. Donc voilà un petit peu ce que donne son positionnement au 8 mars, vendredi 15 mars. Vous voyez qu'elle se déplace quand même un petit peu. Là, je vous mets le 22 mars, donc à chaque fois le vendredi, comme ça, vendredi, samedi, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous voyez qu'on est à côté d'M33 ici. On va le refaire un peu avec plus de détails. Là, donc le 29 mars, le 5 avril, le 12 avril, avec le rapprochement avec Jupiter.
Et puis après ça, là, ça va devenir vraiment, le 19 avril, ça va être vraiment très chaud. Là. Heureusement, on aura Jupiter pour nous aider un petit peu, mais sinon, ça va être très chaud. Et ensuite, elle va continuer comme ça. Alors, pour l'hémisphère nord, voilà ce que ça donne avec un plan large ici, et un plan beaucoup plus rapproché, donc je vous les défile juste. Alors avant de commencer, un bref petit rappel. Donc la comète sera visible entre le nord-ouest et l'ouest. Au fur et à mesure des jours, elle sera de plus en plus vers l'ouest. Et en bas à gauche, la ligne verte vous indique l'horizon et déjà une première idée de l'azimut. Et puis en haut à droite, là vous avez réellement l'azimut 270, c'est le plein ouest. Donc ça c'est pour l'hémisphère nord, et pour l'hémisphère sud, vous verrez, c'est beaucoup plus simple, c'est vraiment plein ouest, carrément. Et donc notre comète sera à regarder un peu après le coucher du soleil, à partir à peu près voilà, du moment où le soleil est entre 8 et 10 degrés en dessous de l'horizon. Donc en fait ça se retrouve 1 heure et demie après le coucher du soleil proprement dit, en fonction de votre latitude. Mais pour ça, vous trouvez les données dans Sky Safari par exemple, de façon plus détaillée. Vous voyez que on est en plein en fait dans la zone entre M33 et M31, donc avec un objectif de 50 ou 100 mm de focale. Peut-être une Star Adventurer, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa. 14-15, voilà, on continue, hop. Donc vous voyez, le 20, le 21, le 22 et le 23, on est juste à côté d'M33. Donc je dirais qu'il faudrait peut-être, quoique, éviter le 22 parce qu'on aura la queue de poussière et la queue ionique qui seront vraiment en plein, voilà, et peut-être le 21 sur un temps 3. Mais à vous de voir, c'est vraiment de la composition artistique là. On continue 23, 24, 25. Et là on arrive donc le 30 et le 31, proche de l'étoile alpha du bélier. Alors notez une chose, c'est qu'au fur et à mesure, elle va se déplacer de plus en plus vite aussi, en vitesse vis-à-vis des étoiles, donc ça va compliquer aussi, il va falloir peut-être raccourcir un peu les pauses en fonction des cas. Donc vous voyez que là on commence à devenir de plus en plus bas, je vous ai mis les hauteurs, là à peu près 10 degrés au-dessus de l'horizon, au moment où elle commencera à devenir observable, ça va commencer à devenir assez chaud, hein, voilà, et ça descend au fur et à mesure. Donc je me suis mis à chaque fois à 21h45, qui est une heure à peu près observable à chaque fois. Bien évidemment, actuellement on peut attaquer un peu plus tôt. Donc voilà le trio avec la Lune et Jupiter, là, qui peut être assez sympa, une Lune cendrée, une Jupiter, une comète, là il y a un truc vraiment sympa à faire. Et puis là, ensuite dans les jours qui suivent, avec Jupiter, mais notez qu'on est quand même vachement bas, mais il y a quelque chose de sympa, et vous avez aussi les Pléiades, donc vous voyez, en fait, si vous êtes là, là vous avez aussi les Pléiades au-dessus, là, donc ça peut être sympa. Donc on continue comme ça, et on va arriver aux alentours, vous voyez, du 20, mais alors le 20, bon, le soleil est là, mais bien évidemment, c'est normal qu'il soit assez bas, mais là on est 2-3 degrés au-dessus de l'horizon. C'est vraiment, là c'est vraiment à chaque fois un sprint pour essayer de l'attraper. Par contre, dans le même temps, nos amis de l'hémisphère sud vont pouvoir s'en donner à cœur joie, puisque le 5 avril, effectivement, ça va être chaud, le soleil est là, et puis la comète est là, et puis au fur et à mesure, vous voyez, 7, 8, 9, 10, alors eux, là, ils vont pouvoir s'éclater, par exemple, donc le 10 avril, et au fur et à mesure, le passage à côté de Jupiter, et au fur et à mesure, vous voyez que elle reste à une distance relativement la même que celle de Jupiter, du Soleil, pardon, mais elle est très verticale par rapport au Soleil. Et là, elle commence à s'en éloigner. Donc en fait, les observateurs de l'hémisphère sud vont avoir de plus en plus d'opportunités de pouvoir l'observer, la photographier au fur et à mesure des semaines. Et donc vous voyez, on est carrément au mois de mai, il y a encore des possibilités de l'observer et de la photographier au mois de mai pour les observateurs de l'hémisphère sud. Là, j'avais choisi La Réunion. Pour le traitement, si vous faites des photos donc pendant plusieurs dizaines de minutes et tout ça avec un télescope, il va falloir réaligner tout ce petit monde. Et là pour ça, eh bien vous pouvez utiliser mes tutoriels que j'ai sortis pour PixInsight là-dessus. Alors je vous remets juste une petite chose parce que j'ai essayé de travailler un petit peu et de rechercher les bons paramètres pour essayer de bien rejeter les choses. Donc je vous rappelle, on fait d'abord un alignement sur les étoiles, ensuite on prend donc le Comet Alignment, donc le process dans PixInsight, et on vient lui indiquer la position de la comète au début et à la fin. Et il nous réaligne toutes les photos par translation sur la comète. Ensuite, on va vouloir donc empiler la comète sans les étoiles. Pour ça, on va utiliser Windows Sigma Clipping
et on va avoir 3 paramètres à régler, donc c'est ce que je vous montre à l'écran. Ces 3 paramètres-là sont les paramètres qui a priori fonctionnent plutôt pas trop mal, de façon à essayer de rejeter correctement les étoiles. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va se retrouver avec une image qui n'aura que la comète. On fait une soustraction de gradient du fond de ciel, parce que le gradient va varier au fur et à mesure des séries, et on stocke cette image. Et cette image, ensuite, on va reprendre le comète alignement et on va lui donner ça comme opérande pour la soustraire aux images de la série. Et donc les images de la série, cette fois, on va les sauvegarder en comète soustraite. À ce moment-là, on va refaire l'empilement de cette série-là, comète soustraite, avec les mêmes paramètres que ceux qu'on a utilisés pour soustraire les étoiles. Donc on va avoir un vieux halo, un reste un peu de halo de la comète, mais vous utilisez Star Exterminator de RC Astro ou StarNet 2, donc on les a vus dans les épisodes précédents sur PixInsight, et à ce moment-là, on va pouvoir du coup n'avoir que les étoiles. Et on va reprendre l'image avec la comète seule, et de l'autre côté l'image avec les étoiles, et on va les recombiner. Et à partir de ça, ça va nous permettre de faire ce genre de truc. Mais donc le paramètre qu'il y avait à régler, bah, voilà, je vous ai mis celui que j'ai utilisé, c'est pas parfait, mais ça aide quand même un petit peu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Tout ce qu'il y a à savoir pour voir et observer la comète, donc 12P Pons-Brooks, en collaboration avec Jean-Baptiste Feldman du blog Cielmania. Vous aurez le lien dans la description. Il publie un article en même temps que moi sur cette comète avec d'autres éléments complémentaires, donc pour vous permettre des bonnes observations et des bonnes astrophotos. Une comète, c'est spectaculaire, donc profitez-en. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur le serveur Discord de la communauté Astro et sur le groupe Facebook de la chaîne Astro. Je vous souhaite des belles observations et des belles astrophotos et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.